Alors, je me tourne maintenant vers Pascal Saint-Amand, puisque l'OCDE a sorti au mois de février un rapport qui a fait pas mal de bruit, qui s'appelle, un jargon assez rigolo, qui s'appelle BEPS, transfert de bénéfices et érosion des bases fiscales. Donc, qui dresse des constats assez intéressants, qui confirme aussi des intuitions, comme disait Christian, qu'on pouvait avoir. Et donc ce serait intéressant en introduction justement de présenter un peu les points saillants de ce rapport. Et puis après on pourra parler de ce qui se passera après. Merci et bon après-midi à tous. L'OCDE est en matière fiscale une organisation, donc c'est 34 pays membres. On dit en général les pays riches, c'est pas tout à fait exact parce qu'on a de plus en plus de membres qui ne sont pas vraiment des pays riches, le Mexique, le Chili et quelques autres qui ont rejoint l'OCDE récemment. Et on vient de décider d'ailleurs une nouvelle vague d'élargissement qui comprendra notamment la Colombie et le Costa Rica. Mais bon, en tout cas, c'est historiquement les pays européens qui avaient bénéficié du plan Marshall dans les années 50 s'est développé. L'OCDE, c'est une sorte de réservoir de pensée où on échange sur les politiques économiques et autres, qui a eu une tradition à l'origine plutôt keynésienne, qui ensuite est plutôt passée de l'autre côté, et qui aujourd'hui se cherche et a lancé récemment ce qu'on appelle l'initiative sur les nouvelles approches aux défis économiques pour essayer de réviser la doxa dans le domaine en se disant on a conseillé aux pays des politiques économiques pendant 20 ans et le résultat c'est la pire crise économique de tous les temps. Donc ça va peut-être la peine de revenir aux fondamentaux. Et en matière fiscale, l'OCDE établit ce qu'on appelle des standards. La communauté internationale, elle est faite d'États souverains. Et la souveraineté repose en priorité sur la fiscalité, pour des raisons historiques, on pourra y revenir. Et c'est, de mon point de vue, indépassable, même si on peut avoir un débat sur est-ce que c'est souhaitable ou pas, c'est un autre débat. Et dans ce monde de souveraineté fiscale, il y a des problèmes qui sont liés aux doubles impositions, puisque les États vont en général, même si on verra c'est plus nuancé que ça, mais taxer sur une base mondiale leurs résidents. Vous êtes dans un État, vous allez être taxé sur vos revenus mondiaux, et si vous n'êtes pas résident, on va quand même vous taxer sur les revenus qui prennent la source dans ce pays-là. Et donc il y a des doubles impositions. Un revenu transnational ou un investissement transnational va être taxé à la source et à la résidence. Et le credo de l'OCDE, mais que j'endosse à 100%, c'est que les investissements transnationaux sont nécessaires pour la croissance. La croissance est nécessaire pour les emplois et c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Donc l'OCDE a développé à partir des années 50 ce qu'on appelle un modèle de convention fiscale qui a pour objet de dire aux pays comment ils peuvent éliminer les doubles impositions en concluant des traités, c'est des traités bilatéraux. Qui prévoit que tel type de revenu va être taxé à la source seulement, ou seulement à la résidence, ou dans les deux États, et l'État de résidence va créditer l'impôt perçu à la source. Il se trouve que ces règles, elles sont héritées d'un modèle de convention fiscale de la Société des Nations en 1927 ou 28, c'est pas tout à fait frais, même si on l'a mise à jour de façon régulière à partir d'un groupe d'experts qui représente tous les États membres de l'OCDE, l'ONU ayant elle-même son propre groupe auquel j'ai participé pendant quelques années dans une vie antérieure. Il se trouve qu'aujourd'hui, le constat auquel on arrive, c'est qu'on a plutôt bien fait le travail en termes d'éliminer la double imposition. Mais alors on l'a tellement bien fait qu'on a aussi facilité la double non-imposition, qui est un peu ce que décrit Christian, à savoir que dans un environnement globalisé, avec les règles des conventions fiscales qui incluent, c'est un article 9 si on veut être jargonnant, les règles relatives au prix de transfert, on va y revenir, eh bien, cette fiscalité internationale combinée à la globalisation du business, et vous avez des États souverains qui restent souverains et qui regardent seulement ce qui se passe à l'intérieur de leurs frontières, et puis vous avez du business qui est mondial, qui est global, et c'est très bien comme ça, hein. Moi j'ai absolument rien contre cette globalisation-là, sauf que d'un point de vue fiscal, les règles qui étaient dessinées pour traiter une transaction entre un pays A et un pays B, ben, elles sont un peu mises en échec lorsque vous avez un business qui n'est pas entre A et B, mais entre A, B, C, D, E, et puis vous pouvez décliner tout l'alphabet et le chinois avec. Donc ça ne marche pas tout à fait bien. Et ce que l'on constate, c'est que vous avez dans les flux d'investissement un rôle particulièrement intéressant, on va dire, de certaines juridictions.
les îles Caïmans, les Bermudes, qui sont des juridictions où on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de gens qui soient présents. Pas beaucoup, il y a quelques touristes, il y a quelques fiduciaires, mais on ne voit pas des armées de scientifiques chargés de la recherche et le développement. Mais c'est là qu'est localisée toute la propriété intellectuelle de très nombreux groupes. Ou alors des pays qui sont des vrais pays où il y a de la vraie activité, mais vous regardez les Pays-Bas, vous avez 3 fois le volume du produit intérieur brut de flux entrants et 3 fois le volume du PIB de flux sortants. Plus grand. Il y en a un peu qui restent aux Pays-Bas, mais enfin fondamentalement ça passe par là. Et donc on se dit, ça c'est révélateur d'un problème, même s'il n'est pas facile de démontrer que l'impôt sur les sociétés s'est effondré. Ça aurait été bien de dire, tiens, paf, ça s'effondre avec la globalisation. Absolument pas. Les taux baissent et pourtant les volumes de recettes collectées via l'impôt sur les sociétés dans tous les pays de l'OCDE augmentent. Peut-être qu'ils n'augmentent pas aussi vite qu'ils auraient pu augmenter par rapport au profit, ça c'est certain, donc on a sans doute un trou qui est réalisé là, mais on a d'autres indicateurs, comme ceux que Christian Chavagneux a indiqué, qui montrent qu'on a un problème, et ce problème c'est la double non-imposition, où c'est Kleinbart, qui est un très bon économiste américain, qui a conçu le terme de stateless income, qui est une sorte de revenu apatride. Il n'y a plus de pays. Et quand vous écoutez le hearing c'était Apple, je crois, la semaine dernière, au Sénat, voilà, le directeur financier Cook qui explique que non, il n'y a pas de résidence depuis 1980, finalement, tout ceci, toute la propriété intellectuelle est en Irlande, mais en fait, elle n'est pas en Irlande, elle est aux Bermudes parce que vous avez des produits hybrides. Bref, face à ça, on a lancé l'an dernier, avant même qu'on nous le demande, dès le mois d'avril, une initiative qu'on a appelée BEPS, qui veut dire Base Erosion and Profit Shifting, déplacement des profits et érosion des bases fiscales, pour dire il est nécessaire d'éliminer la double imposition, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif ultime, qui est ça, mais il est certainement nécessaire d'éliminer la double non-imposition. Et donc le rapport BEPS qu'on a publié en février, à la demande urgente du G20, qui s'est réveillé entre-temps. On avait réussi à introduire une référence à BEPS dans la déclaration des leaders du G20 à Los Cabos en juin, et puis en novembre en fait, de façon assez intéressante à la demande du Royaume-Uni, à cause des affaires Starbucks et de l'activité de la société civile, eh bien, les pays du G20 nous ont dit qu'il faut travailler de façon urgente là-dessus, donc on a sorti un rapport, et le rapport il dit fondamentalement on a un problème. Ce problème, il est lié à l'articulation des législations nationales et des règles de fiscalité internationale. Ces règles de fiscalité internationale, c'est les modèles de convention fiscale, c'est l'interprétation de l'article 9 que j'ai évoqué sur les prix de transfert. Les prix de transfert étant, comment doit-on déterminer les règles de valorisation et de pricing, en fait, comment est-ce que je fais mon prix de prestations internes, des cessions de biens, mais aussi des prestations de services à l'intérieur d'un groupe. Sachant que c'est des choses qui sont à la fois très simples et très compliquées, et qui sont souvent, alors là, je vais me faire plein d'amis, mais par les ONG, surestimées. On a l'impression qu'il n'y a que les prix de transfert dans le paysage, alors qu'en fait c'est un aspect important, mais pas seulement. Non, mais, tant mieux. Mais parfois on a l'impression qu'il y a une sorte de suremphase sur les prix de transfert, mais c'est essentiel. Et donc, comment est-ce qu'en admettant que tous les pays aient le même taux d'imposition, on a besoin de règles de prix de transfert, puisqu'on a besoin de savoir comment est-ce que la matière taxable va se répartir. Après tout, le PDG d'un groupe multinational, si le taux d'impôt sur les sociétés et les bases taxables sont exactement les mêmes, il s'en moque de payer en pays A, en pays B ou en pays C, si c'est la même charge fiscale. Mais pays A, pays B, pays C, ils ne s'en moquent pas. Ils veulent taxer leur part. Et donc les prix de transfert, c'est comment est-ce qu'on détermine des règles pour que chaque pays ait sa part. Sauf qu'aujourd'hui, les règles, elles ont abouti à ce que les pays se battent pour que chacun ait sa part, mais en fait, plus personne n'a sa part puisque tout est aux Bermudes ou aux îles Caïmans. Donc, c'est ça qu'on dit dans le rapport, c'est on a des problèmes relatifs à l'application des traités fiscaux, les règles de prix de transfert, mais aussi d'autres choses comme la déduction des intérêts. Comment est-ce que vous organisez la déduction des intérêts au sein d'un groupe ? Vous avez un headquarter, un quartier général qui a beaucoup de cash. Et puis il a des filiales profitables dans plusieurs pays qui n'ont pas besoin de cash. Vous allez quand même leur prêter beaucoup de cash en interne. Et puis elles vont vous rembourser ça. Et donc vous allez réduire le profit dans ces pays-là. Mais alors si vous êtes malin, et vous pouvez être malin en embauchant pas mal d'avocats fiscalistes, vous allez faire ça via un produit hybride. Le produit hybride, c'est une obligation convertible en action.
Bon, ben c'est bien parce que dans le pays où on va vous verser un intérêt, ça va être un intérêt parce que c'est une obligation, l'intérêt il est déductible fiscalement. Mais alors dans l'autre État où vous recevez le revenu, non, c'est une action. C'est conçu de telle manière que c'est une action. Une action, elle est rémunérée par un dividende. C'est exempté. Et quand c'est au sein du groupe, si vous voulez, c'est pas mal. Et les États disent non, moi je ne paie rien parce que moi c'est bien une obligation chez moi, donc voilà, c'est déductible. Et l'autre dit ben, moi je ne paie rien, c'est une action et c'est pas taxable. Bon, c'est juste de l'optimisation qui résulte d'arbitrage qui provient du manque de coordination entre pays. Parmi les défis que l'on identifie, c'est celui de l'économie numérique. Les règles ont été élaborées dans les années 20, on n'avait pas encore d'économie numérique. On avait des ventes à distance. Mais on n'avait pas Google qui fait... On avait des radios. Et les radios, en fait, c'est un modèle biface, comme dit dans le rapport Collin, qui est finalement pas très loin du modèle Google. Mais quand même, j'avais l'autre jour le ministre des Finances allemand qui disait « Mais expliquez-moi pourquoi un livre écrit par un écrivain allemand, édité par un éditeur allemand, imprimé par un imprimeur allemand, consommé par un consommateur allemand qui l'achète sur Amazon, il n'y a pas un centime d'impôt sur le profit collecté par l'activité d'Amazon. » Alors, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et donc, c'est ce type de question qu'il faut traiter aujourd'hui. On ne peut pas attendre trop longtemps avant de le faire. Ce que dit le rapport, et on va revenir, je pense, aux différentes actions, ce que dit le rapport, c'est on a besoin de traiter de ces questions de façon globale, de façon cohérente, et ce n'est pas en traitant juste un aspect qu'on va régler le problème, il faut traiter tous les aspects en même temps, et il faut le faire de façon urgente, de manière à mettre fin aux doubles non-impositions, qui sont mauvaises à 3 titres, et je m'arrête avec ça. Le premier titre, c'est que politiquement, c'est intenable. Vous ne pouvez pas, en période de crise, augmenter les impôts sur les facteurs non mobiles, donc vous et moi, en matière de TVA, en matière d'impôt sur le revenu, ou les sociétés qui sont purement domestiques, qui vont payer le taux nominal d'impôt sur les sociétés, globalement, comme l'a rappelé Christian, et puis certains grands acteurs qui, en fait, ne fraudent pas, qui utilisent la loi, et il serait bien bête de ne pas le faire. Mais qui ne vont pas payer grand-chose. Et là, on a un problème. Si c'est légal et qu'on n'aime pas le résultat, il faut changer la loi. Et c'est ce qu'on propose. La deuxième raison de changer tout ça, au-delà de la politique, c'est l'économique. Vous ne pouvez pas introduire des distorsions de concurrence entre les acteurs locaux et les acteurs exposés aux transactions internationales. Et puis la troisième raison, c'est aussi niveler le terrain de jeu, comme on dit en anglais, c'est une expression anglaise, c'est level the playing field. C'est faire en sorte qu'on ait des règles de compétition qui ne soient pas inégales ou inéquitables et faire en sorte que les groupes du monde entier puissent être taxés en fonction de la fiscalité de leur pays d'activité ou de leur pays de résidence, mais qu'ils soient taxés et qu'ils ne bénéficient pas en quelque sorte de subventions déguisées en bénéficiant d'exonérations systématiques. On va développer un plan d'action. On est en train de le développer, on va en parler, mais pour vous dire que le plan d'action sera présenté au G20 le 20 juillet prochain. On va y revenir effectivement.